Le Bitcoin est une crypto-monnaie qui rapporte des milliards. Plus qu'une crypto-monnaie, le Bitcoin est devenu une véritable religion. C'est à la fois très positif, car les fanatiques mettront tout leur argent pour en acquérir, mais c'est aussi très négatif, car ce fanatisme les rend aveugles, voire même parfois agressifs, envers tous ceux qui critiqueront leur idéologie. Cela dit, quand l'on décide d'investir, que ce soit dans une action classique, de l'immobilier ou des crypto-monnaies, il est généralement préférable de rester ouvert, voire attentif, aux changements pouvant affecter notre investissement. Cette règle, bien que fondamentale, semble être aujourd'hui ignorée par les fidèles de cette crypto-monnaie unique, et c'est pourquoi je souhaite exposer ici les 3 choses importantes que vous devriez savoir sur l'avenir du Bitcoin et qui font de ce dernier un échec flagrant. Je suis Teddy Defrel, cofondateur de IPO, et je vous souhaite la bienvenue sur l'école de la hype. Pour comprendre en quoi le Bitcoin est un échec, il faut d'abord comprendre son histoire. Le 18 août 2008, le nom de domaine bitcoin.org est enregistré. Plus tard dans l'année, le 31 octobre, un lien vers un document rédigé par Satoshi Nakamoto lui-même et intitulé Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, est posté sur une liste de diffusion de cryptographie. Cet article détaillait les méthodes d'utilisation d'un réseau pair à pair pour générer ce qui était décrit comme un système de transactions électroniques ne reposant pas sur la confiance. Mais en réalité, c'est ici que se trouvent les fondations mêmes de l'échec du Bitcoin. Satoshi, en développant sa crypto-monnaie comme un système de transactions ne reposant pas sur la confiance, commet une erreur fondamentale. Une monnaie, au sens d'un échange de valeurs efficace et stable, ne peut exister que sur la base de la confiance qu'on lui accorde. En conséquence, lorsque le 3 janvier 2009, le réseau Bitcoin voit officiellement le jour, avec la génération du bloc Genèse, le bloc numéro 0, et dont la récompense était de 50 Bitcoins, Satoshi Nakamoto condamne sa création à un avenir teinté de controverses et de spéculation. En effet, le Bitcoin créé avec pour objectif d'être une alternative à la monnaie fiat que nous connaissons tous, connaîtra l'une de ses premières utilisations le 22 mai 2010, quand 2 pizzas, délivrées par la franchise américaine Papa John's, furent achetées pour l'équivalent de 10 000 BTC. Imaginez, 2 pizzas, tout ce qu'il y a de plus banal, et achetées pour une valeur actuelle de 612 428 000 $. Et au fond, il est bien là le problème. Bien que certaines associations comme Electronic Frontier Foundation ou Wikileaks décidèrent dès 2011 et 2012 d'accepter le paiement en Bitcoin, les tentatives d'adoption du Bitcoin comme méthode de paiement se solderont toutes en échec à cause même de la nature spéculative et l'absence de confiance liée à cette monnaie digitale. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. BitPay, WordPress, Overstock, le Golden Gate Hotel et Casino, ou plus récemment Tesla. Ces entreprises ont toutes tenté d'intégrer le Bitcoin en tant que méthode de paiement. Mais la réalité est que pour que les gens puissent dépenser régulièrement en Bitcoin, ils doivent également disposer d'un revenu fixé en Bitcoin. Mais pour qu'un employeur puisse payer un salaire en Bitcoin, il doit lui-même recevoir des revenus également fixés en Bitcoin. En outre, pour créer et fabriquer des biens qui seront vendus en Bitcoin, les frais généraux doivent être fixés en Bitcoin. Mais cela n'arrivera jamais. Et pour s'en convaincre, il suffit simplement de repenser 1 minute à cette personne qui a payé ses 2 pizzas plus de 612 millions de $. La question de l'évolutivité même du Bitcoin se transforme donc en spirale de la mort et en fait un échec cuisant, que ce soit en tant que réserve de valeur, un point que nous aborderons dans quelques minutes, ou tout simplement en tant que monnaie. Alors bien sûr, tout ne fut pas noir et certains se souviendront d'une période prospère durant laquelle le Bitcoin était utilisé comme monnaie du crime. Parfait à cause du prétendu anonymat qui y était lié, chose qui par la suite sera prouvée comme n'étant pas si complet que ça, le Bitcoin sera tout de même adopté par de nombreux criminels et plateformes illégales comme Silk Road, et ce, afin de faciliter les achats de biens et de services illicites sur le dark web. Mais là encore, ce succès en tant que monnaie ne sera que temporaire, car très vite, c'est le système déflationniste du Bitcoin qui commencera à attirer l'attention. En effet, l'algorithme du Bitcoin, sur lequel nous ferons une vidéo plus poussée, est mathématiquement programmé pour rendre la crypto-monnaie de plus en plus difficile à obtenir, tout en diminuant progressivement les quantités de Bitcoin distribuées aux mineurs. Ajoutons à cela une limite fixe de 21 millions, et l'on obtient un atout parfait contre l'inflation. Très vite, le BTC, qui n'était déjà plus vraiment une monnaie, inintéressant comme moyen d'échange équivalent, s'est vu considéré comme l'or numérique du 21e siècle, car créant suffisamment de profit pour qu'un grand nombre de personnes sautent dans le train de la hype et l'adoptent bien avant que celui-ci n'ait pu trouver une quelconque utilité dans le monde réel. Vous l'aurez compris, le Bitcoin, de par son aspect déflationniste, échoue en tant que monnaie, car dès lors qu'il est acquis, il serait idiot de chercher à s'en séparer.
Mais c'est ici que certains aiment à parler du Bitcoin comme une réserve de valeur, un atout contre l'inflation. Mais là encore, nous allons très vite pouvoir constater que cette notion d'or numérique ne représente rien d'autre que le deuxième pilier de l'échec continu qu'est le Bitcoin. Pour ceux ayant des bases en économie, vous n'êtes pas sans savoir que la valeur d'un bien ou d'un service repose principalement sur le contexte socio-économique dans lequel ce bien ou ce service évolue, son utilité concrète et bien entendu la confrontation de l'offre et de la demande. En gros, un bien très utile mais disponible en grande quantité dans un climat socio-économique stable verra sa valeur diminuer, alors qu'un bien moins vital mais dont la demande est largement supérieure à la quantité disponible toujours dans un contexte socio-économique stable verra son prix augmenter. C'est l'exemple simple du prix de l'eau en comparaison avec le prix de l'or. Vous noterez très vite que le contexte ou climat social combiné à l'utilité du bien ou du service en question est un élément prépondérant de la valeur de ce dernier. En effet, dans le désert, de l'eau potable, un élément indispensable à la survie, aura bien plus de valeur que le plus gros des lingots d'or. Mais bon, le problème du Bitcoin est que toute augmentation de son prix a très peu à voir avec son utilité réelle ou le contexte socio-économique. La croissance du prix du Bitcoin n'est qu'une fausse inflation basée sur des spéculations futures. Spéculations qui fournissent d'ailleurs aux enthousiastes du BTC une pseudo-preuve monétaire suffisante pour faire beaucoup de bruit, attirant alors plus de nouveaux venus souhaitant eux aussi parier sur le potentiel futur. Mais la vérité que tout le monde semble oublier est que personne n'achèterait du Bitcoin si ce n'était pas avec pour objectif de pouvoir le revendre plus cher. En effet, et comme nous l'avons vu, le Bitcoin ne peut servir de monnaie, car n'étant pas un moyen d'échange de valeur efficace ou stable. D'ailleurs, même sans cet aspect spéculatif, quand l'on sait qu'il faut environ 10 minutes pour qu'une transaction BTC soit validée, c'est à se demander comment le Bitcoin pouvait ne serait-ce qu'espérer concurrencer des systèmes de paiement comme Mastercard ou Visa. Après tout, plus il serait adopté et plus les transactions prendraient de temps car le réseau serait tout simplement saturé. Cela dit, personne ne souhaite vraiment rester 10 minutes de plus dans un bar simplement afin de pouvoir régler son café. Si le Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie souhaite être considéré comme une alternative de paiement fiable, il doit être à la fois rapide et sécurisé. Par ailleurs, les prix des biens et des services dans le monde réel sont en relation directe avec les revenus des personnes ordinaires. Un produit est considéré comme cher ou bon marché par rapport aux revenus moyens des gens comme vous et moi. Une Lamborghini est par exemple considérée comme chère parce qu'elle vaut 5 à 6 fois le salaire moyen aux États-Unis. La valeur du dollar ou de l'euro avec lequel les gens achètent des Lamborghini reste, elle, relativement stable. En résumé, pour qu'une monnaie fonctionne, son prix se doit d'être relativement stable. Payer une Lamborghini 3 BTC, soit environ 180 000 $, peut sembler acceptable. Mais si 4 ans plus tard, ces mêmes 3 BTC valent l'équivalent de 360 000 $, ce n'est pas une, mais 2 Lamborghini que vous auriez pu vous offrir. Alors c'est ici qu'une nouvelle fois, des pseudo-experts du Bitcoin vous diront bien sûr que même si le Bitcoin n'agit pas comme une monnaie, il représente une réserve de valeur, un véritable atout contre l'inflation. Mais est-ce vraiment le cas ? Nassim Taleb, l'auteur inspirant cette vidéo, explique à très juste titre que l'or et les autres métaux précieux ont la particularité de ne pas se dégrader sur un horizon historique et ne nécessitent pas d'entretien pour rafraîchir leurs propriétés physiques au fil du temps. Pour faire simple, votre lingot d'or a une grande utilité, la moitié des approvisionnements en or allant à la bijouterie, 1/10 à l'industrie et 1/4 étant littéralement utilisé par la banque centrale elle-même comme réserve financière. Il dispose donc d'une variété de méthodes robustes et dites antifragiles grâce auxquelles il agit comme une véritable réserve de valeur, conservant ce statut que de nouveaux acteurs s'y intéressent ou non. Alors nous y voilà. Après avoir prouvé que le Bitcoin est un échec d'un point de vue monétaire et que son aspect déflationniste a beau être un argument convaincant, il n'en reste pas moins inférieur à l'or ou à d'autres métaux précieux, le Bitcoin semble condamné à disparaître car en dehors de la revente, il n'offre à ses détenteurs aucune espérance de gain futur. Comparez cette situation à celle d'un investissement dans une entreprise prospère, en phase de démarrage, mais qui se développe au fil du temps et finit par verser un dividende à ses actionnaires lorsqu'elle devient suffisamment grande pour le faire. Cette entreprise a une utilité réelle dans l'intervalle et fournit un service direct à ses clients. En face de ça, le Bitcoin n'offre encore et toujours rien, aucune utilité réelle majeure si ce n'est une spéculation accrue. Alors ne vous méprenez pas sur cette analyse. Il est évident que l'aspect décentralisé au cœur du Bitcoin a une valeur immense et révolutionnaire. Cependant, ce fait n'offre aucun avantage concurrentiel par rapport aux nombreuses autres crypto-monnaies ayant une utilité concrète dans le monde réel et un potentiel de gain futur bien plus important pour leurs détenteurs. Il y a d'ailleurs de multiples crypto-monnaies
aux caractéristiques identiques, voire supérieures, qui pourraient largement dépasser et même remplacer le Bitcoin dans les années à venir. L'Ethereum est bien évidemment un des concurrents les plus sérieux, car c'est en réalité un actif doté d'un énorme potentiel, y compris dans les applications touchant au monde réel. Il fournit une plateforme pour les dApps et autres services DeFi, tout en servant d'intermédiaire pour les très célèbres smart contracts. Ces contrats dits intelligents, qui fournissent des services incroyables et rendront très probablement obsolètes tous les services comptables et banques qui nous coûtent à nous, utilisateurs passifs, plus de 3000 milliards de dollars chaque année. Si l'on est franc, Ethereum possède lui aussi des limites qu'il se devra de surmonter s'il veut vraiment régner sur le Web 3.0 de demain. Mais ces limites ont le mérite d'être surmontables, là où dans le cas du Bitcoin, les erreurs ont été gravées dans le code source même de la crypto-monnaie et il n'existe aujourd'hui plus personne, pas même son créateur, qui ait l'envie ou le temps d'aller le modifier. En fin de compte, et malgré mes propos qui peuvent à minima en surprendre certains et en énerver d'autres, je reste à titre personnel un détenteur de Bitcoin et je persiste à penser que sa valeur continuera de grimper, tout au moins jusqu'à l'aboutissement des 21 millions de Bitcoin distribués. Car comme je l'ai expliqué, à supposer que la demande reste au moins égale, le Bitcoin a été programmé pour mathématiquement gagner en valeur à chaque halving, cette opération ayant lieu tous les 4 ans et consistant à réduire le nombre de Bitcoins distribués lors de la création de nouveaux blocs sur la blockchain. Il est donc fortement possible, et sauf retournement de situation majeure, que la crypto-monnaie numéro 1 continuera à attirer des fidèles au moins durant les 5 à 10 prochaines années. Toutefois, et n'en déplaise à ses croyants, dès lors que le 21e million de Bitcoin aura été miné, et dès lors que ces mêmes mineurs auront trouvé une meilleure source de revenus au sein d'un autre protocole, comme Ethereum par exemple, les fidèles commenceront à se rendre compte que posséder du Bitcoin ne leur permet pas grand-chose. Et en l'absence d'utilité concrète ou de nouveaux acheteurs, les derniers entrants commenceront à vouloir revendre au plus vite, accélérant la chute de ceux qui, dès le début, avaient été perçus par son propre créateur comme un échec flagrant.